Au sommaire aujourd'hui dans les actualités du groupe Milon, de nombreuses interviews et reportages. Une journée d'expertise inside avec notre star Milon du petit écran, maître Enora Alix. Une journée événement ensuite, le 4 mai. Le groupe Milon investit tout le premier étage de Drouot avec au programme Chantal Thomas, une interview exclusive, l'horlogerie, nos Clockmasters, Elio Guérin et Alexis Francis Boeuf seront sur le plateau pour 2 minutes chrono. Et puis l'avion de Vietnam, le petit dragon des enchères qui monte. On en arrive ensuite à l'école de Paris, focus en direct live sur un petit bijou du grand Marcoussis mais avec l'unique Maurice Minichu. Et puis en fin d'émission, on retrouve celle que vous attendez déjà tous, l'inénarrable Mathilde Pélagie pour la météo des GEX, nos journées d'expertise. Bienvenue, enfin cette nouvelle émission de Mile on Air que vous attendez tous maintenant, pour vous présenter des femmes et des hommes du marché de l'art, des talents qui ont des choses à nous dire. Et pour nous accompagner pendant ce petit quart d'heure d'émission, j'ai nommé l'homme des chiffres pointus, des stats croustillants, des informations qui pétillent, François Lachey. Bonsoir à tous, bonsoir maître. Bonsoir, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça va plutôt bien. Vous pouvez m'appeler Alexandre, vous savez, on est entre nous. Bon, bonsoir Alexandre. Ah, dites donc, ça va Ça va. Très bien. Vous avez quand même oublié une chose au sommaire, c'est les pubs qui font fureur. Ah, c'est vrai, vos publicités. J'ai préféré vous. Oui, ça me ferait plaisir de voir un petit peu votre dernière production. On les découvrira. Allez, on commence. Quelques chiffres, François? Un seul pour ce mois-ci, 10. Ah, c'est un peu court pour un bilan. 10, mais pour 10 millions. 10 millions adjugés depuis le 1er janvier par l'ensemble du groupe. Bien sûr, je rappelle, Belgique, Nice et bien sûr le online. Mais François, je me permets juste de vous rappeler une petite chose. Une hirondelle ne fait pas le printemps et 3 mois ne font pas une année. Certes. Je le rappelle à certains qui pourraient éventuellement l'avoir oublié. Je pense aussi. Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, ça donne confiance. C'est une vraie confiance qu'on reçoit de la part de notre clientèle. Et on essaye de vous la rendre grâce à ces ventes et ces catalogues qu'on vous prépare comme ça, semaine après semaine, 250 fois par an. Pour 7000 œuvres d'art expertisées et garanties par nos experts, rappelons-le. Excusez-moi, c'est moi qui vous ai pris vos 250 ventes. Enfin, 250 tout de même, c'est pas rien du tout. C'est vrai que ça donne le vertige, mais je me souviens, il y a 10 ans, on en était à 80, peut-être même pas. C'était une autre époque, hein, mon jeune François. 80 il y a 10 ans, et nous 53 jusqu'au mois de juin. Idem à Paris Online, Nice et Bruxelles. Sachant qu'on est tout juste au mois de mai. Oui. 53 jusqu'au mois de juin. C'est ça. C'est bien. 13 marteaux du groupe qui ne vont pas chômer. Enfin, trêve de blabla. Commençons donc par quelques résultats récents. François, alors, vous nous avez concocté un nouveau petit format, court, si j'ai bien compris. Et dynamique, laisse découvrir Magnéto. Adjugé. Super sympa, et on la garde pour la prochaine en tout cas. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est en même temps qu'il y a des breaking news comme ça que vous voyez en bas. Et alors, c'est François qui nous prépare un tout petit peu ces chiffres, donc à dire, sont un petit peu rébarbatifs parfois. Enfin, il y en a qui trouvent quelques intérêts, donc on y continue ces breaking news. Allez, on passe à un reportage passionnant, celui de maître Enora Alix. Enora Alix, c'est 10 ans. Chez Milon. 10 ans déjà. 5 ans au sein de l'émission Affaires conclues sur France 2 avec Sophie Davant. Et on va découvrir tout de suite la réalité d'une commissaire-priseur traveler. Allez Nora, montre-nous ce que tu sais faire. Bonjour, je suis maître Alix, commissaire-priseur au sein de l'étude Milon à Paris. Et ici, aujourd'hui, nous sommes à la galerie Frémaux à Vincennes, où j'organise des journées d'estimation depuis 8 ans maintenant.
2 lundis par mois. Alors le fonctionnement c'est très simple. Toutes les personnes qui le souhaitent, en prenant rendez-vous, peuvent venir me rencontrer pour me montrer tous les objets d'art qu'ils souhaitent expertiser. Je vais vous dire ce que vous me présentez, de quand ça date et je vais vous justifier mon estimation. Est-ce que c'est le moment de vendre ou pas? Est-ce que la conjoncture est favorable ou pas? Est-ce que l'objet est ancien, de qualité, signé, d'une personne cotée, non cotée? Donc vous allez être renseigné et apprendre plein de choses sur les objets que vous me présentez. Notre objectif, toujours valoriser au mieux tous les objets qui nous sont confiés et tous les objets que nous découvrons à la Galerie Frémaux les lundis. Ce qui est très agréable dans le métier de commissaire-priseur, c'est que le commissaire-priseur a le même intérêt que son client. Et ça, c'est quand même très satisfaisant. Quand vous me confiez un objet, mon objectif, c'est de le vendre le plus cher possible. Donc, on est vraiment une équipe et la vente aux enchères va permettre une compétition entre différents enchérisseurs. Donc, il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises. C'est sans risque et ça, c'est très confortable et pour moi et pour mes vendeurs. Alors, c'est peut-être pas A Star is Born, mais en tout cas, c'est une star en forme, hein, notre Enora. Quelle énergie, cette force, hein, cette détermination comme ça. Ce qui est formidable, et c'est vrai avec l'ensemble de nos experts région qui, au fil du temps, prennent de l'expérience et de l'épaisseur et de la qualité d'expertise, évidemment, c'est qu'ils inspirent immédiatement confiance. Et la confiance, c'est la base de notre métier. On les croit sur le champ. Ça, c'est la réalité. Allez, c'est l'heure de vos pubs, François. Il me tarde de voir un petit peu ce que vous avez préparé. Je pense que celle-là ne va pas vous décevoir. Attention. J'attends de voir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Non, moi c'est maître. C'est quoi une expertise Milon? Alors une expertise Milon, c'est les meilleurs experts en Europe et la garantie qui va avec. Ils sont délicieux. Ah oui, certainement. Alors je vais prendre une expertise Crouspies. Ah non, je m'excuse. Nous ne faisons pas ça ici. Vous êtes trompé d'établissement. Vous avez tous les experts sur la carte. Vous avez des œuvres, vous avez des experts, alors que les œuvres, vous faites des ventes et vous prenez des commissions dessus. Ah, c'est encore une expertise Crouspies. On croit rêver. C'est vrai, on s'est dit, je crois, celui-là, tête de con. Bon, alors, qu'on te renvoie plus ici, hein. Bonjour, Élise Vigneault, collaboratrice École de Paris chez Milon. Je vais vous présenter aujourd'hui une œuvre de Louis Marcoussis, un fixé sous verre cubiste de 1921 qui sera présenté lors de la vente aux enchères École de Paris par l'étude Milon à Drouot le mardi 4 mai. Cette œuvre provient de la collection Chana Orloff, sculptrice emblématique du XXe siècle venue d'Ukraine. Elle collectionnait les œuvres de ses amis artistes de l'École de Paris, venus d'Europe de l'Est comme elle à Paris au début du XXe siècle. Louis Marcus, originaire de Varsovie en Pologne, arrive à Paris à l'âge de 25 ans en 1903. Il décide de franciser son nom, qui devient Louis Marcoussis. Dès 1910, Louis Marcoussis réalise des œuvres cubistes. Ses œuvres les plus célèbres sont Le bar du port à Banyuls et L'homme au violoncelle. C'est après la guerre, en 1919, que le peintre s'adonne à une discipline nouvelle, le fixé sous verre. Le verre est une surface qui retient toute son attention. En reflétant la lumière, il irradie les formes et les couleurs. Ici, le jaune, le blanc, le bleu diffusent, reflètent particulièrement la lumière. Bonjour, Maurice Milichouk, expert École de Paris pour l'étude Millon. Je suis ravi de vous présenter ce chef-d'œuvre du peintre tchèque Oton Kubin qui sera présenté le mardi 4 mai à l'hôtel des Ventes Drouot. En 1908, Oton Kubin et ses amis du groupe des 8 vont exposer à Munich avec les artistes allemands expressionnistes du Blue Reiter tels que Kandinsky, Jablonski et Macke. C'est au cours de cette exposition que sera créé le terme de cubo-expressionniste. Très probablement en 1912, à son arrivée à Paris, que Kubin réalise Le Garçon de café. Les cafés sont les lieux de vie, d'inspiration. Les artistes, les peintres, les intellectuels y viennent pour débattre et partager leurs idées. Les couleurs employées sont brûlantes. La figure humaine occupe largement le centre de la composition. Oton Kubin recherche la simplification formelle, renonce à la perspective pour travailler la surface de la toile. Les lignes du visage, tel un masque, sont simplifiées par de simples horizontales et verticales. Ces caractéristiques rejoignent le langage pictural des expressionnistes allemands comme Ludwig Kirchner et des néo-primitivistes.
Tu vois, Chewie, on ne serait pas dans cette situation si on avait trouvé où vendre le Faucon Millenium. Chez Milon, bien sûr. À la maison de vente aux enchères Milon, tu iras. Et le Faucon Millenium, tu vendras. Alors là, je sais pas quoi dire. J'adore. Vous pouvez revenir, François. Allez, ça va, c'est bien. Vous avez le droit de continuer un tout petit peu. Faites attention quand même aux droits d'auteur. Okay. Bon, alors, on continue avec cette journée exceptionnelle, événement, le 4 mai. Ça s'est quasiment jamais fait à Drouot, ou alors, de mémoire d'homme, on ne s'en souvient plus. Milon investit entièrement le premier étage de Drouot. 4 salles, plus de 1000 lots à vendre en 2 jours, avec 4 ventes, 4 expositions, 4 commissaires-priseurs, et du coup toute une équipe aussi qui seront mobilisées pour nous aider à réaliser ces ventes. Oui, parce que finalement, elles ne se font pas toutes seules, ça Non, vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça. Elle a commencé depuis bien longtemps. C'est vrai. On va débuter avec la vente Chantal Thomas. Tant attendu. Oui, tant attendu, qui a été reportée comme vous savez. Et puis on s'est dit on allait quand même garder la foi, garder l'énergie pour la présenter. Et on s'est retrouvé dans les jardins du Palais Royal avec une Célia Lecoq, toujours pétillante, scintillante Célia Lecoq, qui était avec Chantal Thomas herself, la papesse. On retrouve Célia. On est aujourd'hui dans les jardins du Palais Royal, juste à côté de la galerie Joyce, pour rencontrer Chantal Thomas et lui poser quelques questions. Suivez-moi. C'est vrai. Alors bonjour Chantal. Bonjour. Alors donc nous sommes ici pour célébrer donc vos 40 ans de mode. Oui. Oui. Quelle est votre définition de l'art justement? L'art. Ouais. L'art c'est la beauté, c'est l'originalité, c'est la fantaisie aussi pour moi, et c'est l'extravagance. C'est la surprise en fait. C'est découvrir quelque chose qui nous surprend et qui nous donne un choc émotif. Si vous aviez par exemple une envie d'un artiste vous représentant, ce serait, vous auriez une idée de cela? Oh là là, alors, Paul Colin par exemple, que j'aimais beaucoup comme illustrateur. Ouais. Ça doit vous faire quelque chose de vous séparer de tous vos souvenirs, de toutes... Oui, ça me fait quelque chose, mais en même temps, ça me fait plaisir de le partager, en fait. Ça me fait plaisir de montrer aux jeunes générations ce que j'ai fait, parce qu'en fait, les 3/4 des gens, maintenant, me connaissent pour la lingerie. Oui. Parce que la mode, j'ai quand même arrêté il y a longtemps. Hein. Oui, oui. Donc, à part les dames de 50 ans, qui savent que j'ai fait de la mode, toutes les nouvelles générations, elles ne connaissent que de la lingerie. Donc, quelque part, ça me fait plaisir de montrer... Parce que je suis assez fière quand même de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, quelle est votre pièce favorite dans cette vacation? Alors écoutez, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je les aime toutes quand même en général. Mais par exemple, j'aime bien l'originalité, la fantaisie du Pierrot. J'aime bien tout ce côté quand même corset que j'ai travaillé, armature, tout ça. J'aimais bien ça. Le côté lingerie, lingerie décalée. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Thomas. Et du coup, je vais reparler également donc, de notre vente qui aura lieu le 6 mai à Drouot, et également de la vente en ligne qu'il ne faut pas oublier, qui se finira le 8 mai. Online sur notre site internet milon.com. Et qui commence quand? Et qui commencera le 19 avril. Donc là, c'est bientôt. Oui. Donc toutes les pièces seront disponibles et tout le monde pourra enchérir dès le 19 avril. Voilà. Et il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup plus ce reportage, hein, j'ai l'impression. Ah, tout à fait. Ouais, vous êtes changé un petit peu, vous êtes mis tout élégant. Juste la veste, le reste... Quelle femme, hein, cette Chantal Thomas, hein.
extraordinaire. Elle a pris son destin en main et elle s'est dit, moi, je vais faire une vente alors que ma carrière n'est pas finie. Ça, je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de le faire. Alors là, vous me voyez avec Alexis Francis Boeuf et puis Elio Guérin, les deux tauliers du département horlogerie, les Clockmasters du département horlogerie. Alors, on est ravis d'accueillir Elio qui nous a rejoint comme directeur du département et qui, du coup, associe ses compétences avec Alexis Francis Boeuf, notre expert depuis des années. Et cette vente, donc du coup, du 4 mai, hein, qui va arriver, et ce défi, c'est-à-dire 21 pièces. Alors, je sais pas, vous êtes passé la parole tout de suite à Alexis, je ne sais pas. 21 pièces, 21 pièces, c'est un bon jamais chiffre. vu, ça. C'est un bon chiffre. Oui, Blackjack, oui. Voilà, c'est pour ça ouais. que je fais cette petite allusion. En plus, ce sont 21 très belles pièces de collectionneurs, sélectionnées avec soin et par Elio et par moi-même. Ouais, ça, vous avez réuni vos forces en très peu de semaines. Sur un panel assez vaste qui vont des montres très traditionnelles à des montres militaires et à des icônes de l'horlogerie. Alors je pense qu'on doit les voir un petit peu hein, qui défilent devant nous. Mais alors ces montres d'horloger pure, ce sont lesquelles? C'est un petit peu, vous avez mis en couverture qui est assez extraordinaire comme ça. Avec cette, par exemple, on a mis effectivement, on va dire, le lot le plus important de la vente en couverture, qui est cette très belle Patek Philippe, alors référence 96, du début des années 30. À mon avis, vous avez 5 chiffres en tête. Et ça fait votre Et puis pour faire écho à cette pièce, on a une très belle Breguet tourbillon. Tourbillon inventé par Louis-Abraham Breguet avant la Révolution et qui est une pièce absolument étonnante, fascinante, mais réalisée en modèle. Tout à fait. Mais ce qui est fort bien, c'est que vous avez la passion chevillée au corps. Vous êtes vraiment réunis autour d'un département qui pour mettre en commun tout ça, ce savoir, et puis l'envie de découvrir, et puis l'envie d'apprendre et de faire partager. Et ça, c'est un petit peu notre credo à l'étude. J'avais promis au début dans le sommaire qu'on avait 2 minutes chrono pour vous présenter, en tout cas, Elio et Alexis. Voilà, c'est fait. La vente le 4 mai, à mon avis, elle va faire parler. Cette vente, c'est sûr. Merci beaucoup. Ah bon, là, vous m'avez fait peur. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils font la paire les deux. Les deux font la paire. Ouais. C'est une grande chance pour le département horlogerie. C'est vraiment un département dans lequel on a cru depuis toujours. Ça fait 25 ans qu'on vend des montres. On essaye d'en faire des ventes uniques, des ventes sèches. Là, on peut avoir de l'ambition. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on va en entendre parler avec quelques records à la clé. Allez, on continue. On a toujours, dans cette fameuse journée du 4 mai, des ventes et le Vietnam, voilà, qui nous attendent. Et là, c'est ma joie, c'est mon petit plaisir à moi de vous présenter notre Fabien Robaldo, qui est le découvreur. C'est notre expert région de Bordeaux, voilà, ici, qui sévit depuis maintenant 7 ans sur la région bordelaise, qui est un local. Le voilà, Fabien, il va nous présenter sa découverte et un record à la clé. Bonjour, Fabien Robaldo, expert correspondant pour la maison de vente aux enchères Milon, basée à Bordeaux. Je vous propose de m'accompagner à Paris pour que je puisse vous présenter l'une de mes dernières trouvailles d'inventaire qui sera présentée le 4 mai prochain au sein de l'hôtel Drouot lors de la vacation spécialisée sur les arts du Vietnam. Il s'agit d'un paravent réalisé par l'un de ses plus grands maîtres laqueurs du début du XXe siècle qui s'appelle le Quoc Loc. Et pour mieux vous en parler, je vais laisser la parole à nos deux experts, Jean Gaucher et Tashi Chang. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, le 4 mai prochain, Milan organise une vente aux enchères dédiée à l'art vietnamien qui aura lieu à l'hôtel de Drouot le samedi 6. Alors, il y aura plus de 200 œuvres qui seront présentées aux enchères. Parmi ces œuvres présentées à la vente aujourd'hui, on va vous présenter un paravent de l'artiste Legolac. Voici donc l'œuvre qui se compose de 6 panneaux, taille moyenne. On y retrouve les couleurs classiques de l'école des beaux-arts de l'Indochine, hein, donc l'or, le rouge, un fond noir. L'art vietnamien est en essor. Pourquoi? Tout simplement, le Vietnam fait partie de ces pays qui ont connu une période, on va dire, communiste un petit peu intense et qui, suite à une ouverture, a permis à sa population de s'enrichir. Une fois que la population, une partie en tout cas, s'est enrichie, comment acquérir un statut social?
Évidemment, une fois qu'on a pu investir dans une automobile ou une belle maison, on va s'intéresser à la culture de son propre pays. C'est comme ça qu'on va non seulement promouvoir son pays, mais aussi se promouvoir soi-même. Donc, c'est par ce mécanisme que l'art vietnamien a connu un nouvel essor, on va dire, dans les 10 dernières années. La laque, notamment, ainsi que la peinture, font partie de l'art moderne vietnamien, qui est donc aussi un bon investissement. Merci Tachi, merci beaucoup Alexandre, on vous rend l'antenne et à très bientôt. Rendez-vous le 4 mai. C'est un vrai vivier d'expertise, de trouvailles, Bordeaux. C'est assez extraordinaire. Je crois qu'il a trouvé près. Tu veux dire qu'il a trouvé près d'Arcachon? Peut-être, oui. Bon, du coup, c'est moi qui ai fait la blague. Bon, alors, super, hein, les motos. Hein. Incroyable. Ah ouais, c'est vraiment. Mais ils n'arrêtent pas de progresser dans Car Pression. Donc là, maintenant, ils attaquent les motos. Vous savez où ça va se faire? Non. Dans le plus beau pays du monde. À Pinay. À Pinay, dans l'Aube. Voilà, c'est exactement. Non, vous êtes trompé. C'est juste à côté, c'est pas loin. Et ce sera le 29 mai. Habituellement, chez nous, à Pinay dans l'Aube, vous allez rien, c'est le jour, le week-end de la foire à l'Andouillette. Voilà, et donc c'est la foire de la région à Pinay, où il y a 1500 habitants. Rendez-vous tous le 29 mai à Pinay. À Pinay, dans l'Aube, s'il vous plaît. Bien, allez. Alors tiens, là c'est une petite pépite aussi. On l'a préparée, ça fait quelques semaines qu'on essaie de la mettre au point. Ça y est, on y est. Avec Susanna Mancini, qui est notre italienne de l'étape, on a imaginé une nouvelle petite émission, un petit reportage, un truc un peu rigolo, un peu YouTube, un peu pédagogique, on va dire. Léonard. Je vous en dis pas plus, on regarde Léonard. Voilà l'une des histoires, parmi les moins connues, les plus rocambolesques du marché de l'art. Nous sommes mardi 22 août 1911, il est 9h du matin. L'artiste Louis Beyroux se dirige au Louvre pour faire une copie de la Joconde, encore une. Il installe son chevalet dans le salon carré, entre la Sainte Catherine du Corrège et l'allégorie du Titien. Mais, tadam! Plus rien. Vide. La belle italienne s'est envolée et à sa place, 4 clous au mur. Le monde entier tremble, Léonard, et sous le choc, c'est son bébé après tout. Édition spéciale, le vol du siècle, la Joconde, a disparu. Mercredi 23 août, des crieurs hurlent la nouvelle dans tout Paris. Le scandale alimente la légende. S'il en fallait, la Joconde devient une véritable icône populaire et mondiale. Qu'est-ce que Picasso a à voir là-dedans? La suite de l'histoire est savoureuse. 3 semaines après le vol du siècle, 2 statuettes phéniciennes, volées également au musée du Louvre quelques années avant, sont mystérieusement restituées à l'État. Étrange. Une enquête policière s'ouvre. Le juge Driou découvre que les statuettes avaient été volées par un petit escroc notoire, un certain Géry Pierret, et qui, tenez-vous bien, n'était autre que le secrétaire particulier de Guillaume Apollinaire, l'immense poète et écrivain. Et même mieux, Apollinaire, lui, l'hébergeait au moment du vol. La police débarque, Apollinaire est soupçonné immédiatement d'appartenir à un gang international de voleurs de musées. Illico, il est accusé d'être impliqué donc dans le vol de la Joconde. Auditionné, il est forcé de révéler qu'un ami qu'il connaît, qui a acheté une des statuettes, il s'agit de Pablo Picasso. Picasso était obsédé, on le sait aujourd'hui, par les sculptures phéniciennes du IIIe et IVe siècle. Il s'en inspirera même pour son chef-d'œuvre, Les Demoiselles d'Avignon.
Pablo Picasso panique, il pense même jeter sa statuette dans la Seine, mais trop de personnes l'avaient déjà vu dans son atelier. Inexorablement, l'étau se resserre. La nouvelle fait vite la une des journaux et Pablo Picasso, déjà célébrité mondiale, est finalement accusé, avec Guillaume Apollinaire, de recel. C'est la prison qui l'attend. Interrogatoire musclé. « Connaissez-vous monsieur Apollinaire » demanda le juge à Picasso. Et coup de théâtre. L'Espagnol dit « Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie ». Il va donc mentir pour s'en sortir et sera finalement libéré, au contraire d'Apollinaire, qui passera 6 longues nuits en prison avant d'être innocenté du tableau. Mais voilà comment 2 artistes majeurs du XXe siècle ont fini par sauver leur peau. Question vous brûle les lèvres, qui a volé la Joconde au juste ? 2 ans plus tard, le 12 décembre 1913, Vincenzo Perugia, un ancien ouvrier du Louvre d'origine italienne, sous le nom de Monsieur Léonard, ça ne s'invente pas, contacte un galeriste florentin pour lui proposer une œuvre soi-disant volée par Napoléon. Voilà, on reste entre grands hommes. Le naïf Vincenzo débarquera à Florence avec la Mona Lisa sous le bras, mais sur le quai de la gare, il sera accueilli par la police italienne et la Joconde rentrera à Paris en wagon-lit en 1914, le 14 janvier, 28 mois après son vol, et elle retrouvera bien sûr sa place au Louvre, mais cette fois-ci, bien évidemment, derrière une vitrine blindée. C'est vraiment dit que ça allait passer crème, il allait pouvoir la revendre tranquille. Oui, il était les peinards, il a pris son train, et hop, c'est fini. Ouais. Le temps n'y fait rien à l'affaire, j'ai entendu un chanteur dire un jour, quand on est con, on est con. Enfin bref. Le Léonard, vous le retrouverez, parce que c'est des petits formats qu'on va pouvoir décliner, plein de sujets qui vont pouvoir vous apprendre plein de petites choses que vous ignoriez ou pas. Oui, alors il y a plusieurs idées. Hein. Il y a Vermeer et les fameuses peintures qu'il a devant le tribunal pour essayer de s'innocenter après la guerre. Puis il y a aussi Malraux, il y a aussi cette urinoir, Duchamp, enfin... Plein de petites choses qui pourraient... Ah oui, je pense aussi d'ailleurs au braquage du siècle. Damien Hirst, en 2008. Ça aussi, ça va être très intéressant. Le braquage qui marchait, ouais. Bien, on en arrive un petit peu à la fin de notre émission. J'espère qu'on a tenu un petit peu le délai. Et on va enfin pouvoir, parce que là, ça c'est de l'extra time, hein, ça ne même pas compter dedans, parce que c'est que du bonheur. On va pouvoir retrouver notre Mathilde Pélagie pour la météo. Je peux dire en plus comme ça. La météo d'Egex. D'Egex, des journées d'expertise à travers la France et ailleurs. Allez-y Pélagie. Bonjour à tous et bienvenue sur la Météo Milon. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour vous expliquer nos journées d'estimation et vous expliquer tout ce qui va se passer dans la semaine et la semaine suivante au mois de mai. Sortez bien couverts pour aller au lundi 3 mai à Neuilly-sur-Seine. Le mardi 4 mai, c'est Paris-Rive-Gauche et dans le 17e que vous nous retrouvez. À Levallois, mais aussi à Marseille où il y a bien sûr le soleil. Le mercredi 6 mai, c'était la journée des enfants, mais aussi d'Enora-Alix à Saint-Mandé. Le jeudi 6 mai, Paris 17e et Montfort-l'Amaury sauront vous réconforter avec du soleil et vos objets où vous nous trouverons des trésors. Le vendredi 7 mai, c'est Paris 17e, Villaines-sur-Seine, Tours et Nice qui vous accueilleront. N'oubliez pas d'aller à Nice si jamais vous retrouvez un week-end exceptionnel avec la mer et la French Riviera. Le lundi 10 mai, nous recommençons la semaine avec un Neuilly-sur-Seine et le Port-Marly qui seront là pour vous accueillir. Le mardi 11 mai, c'est Paris-Orsay et 17e, Versailles et Marseille. Le mercredi 12, que se passe-t-il? C'est à Saint-Mandé et Tamantes que tout se passe. Nous enchaînons sur un jeudi 13 mai bien couvert avec Paris 17e et beaucoup de rendez-vous. Le vendredi 14 mai, Neuilly-sur-Seine, Tours et Nice seront toujours là pour vous. Mais n'oubliez pas tous nos rendez-vous tous les mardis et jeudis au Trocadéro, en Espagne, en Belgique, en Suisse. Vous pourrez prendre simple rendez-vous sur notre site Milon. Comme une image vaut 1000 mots, je vous laisse et je vais à la plage. Allez, c'est terminé. On a un beau programme devant nous, puisque en 10 semaines, les 10 semaines qui s'annoncent, 54 ventes, ça doit tourner à peu près, monsieur le chiffre. 5,4 environ. Ventes par semaine. Par semaine. Vous trouvez le 0,4 en question. Ouais, ça doit être ça, voilà, qui compte moitié. On était ravis en tout cas de vous retrouver pour cette deuxième émission. La troisième, le mois prochain. Merci à tous et vivons la troisième. Et à tout bientôt.